Bonjour membres de la communauté du salon et re-bienvenue, oui, encore une fois dans ce magnifique cercle pour parler d'un film. Et cette fois-ci, je vous parle d'un film de mon adolescence, un film que je pensais exécrable jusqu'à ma redécouverte cette année pour cette émission. Je vous parle donc du film The Covenant de Mike Mendez. Et comme je pensais que c'était vraiment mauvais, mes souvenirs me disaient que c'était mauvais, eh bien, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire inviter des petits amis de YouTube pour visionner ce film. J'ai nommé Monsieur Max de la chaîne Les Furieux Frangins, Monsieur Charlie de la chaîne Les Gars qui connaissent rien, et deux des membres du trio de la chaîne et podcast Les Films dans le Cabanon, j'ai nommé Monsieur Joël et Monsieur Anto. Attention, ces deux petites précisions, je tiens à vous rassurer, tous les invités étaient bien entendu conscients du danger d'exposer leur santé mentale à ce genre de film, et secondo, l'émission a été enregistrée en partie bien entendu en février, donc le mot confinement n'existait même pas en février. Aujourd'hui donc nous revisitons un film que nous n'avions pas revu depuis 20 ans et que nous pensions être aussi mauvais que The Men in White ou bien Theodore Rex. Mais que nenni les amis. Que nenni! Aujourd'hui donc nous avons droit à la crème de la comédie d'horreur de série B. Pour accepter, dites crème fraîche. Crème fraîche. Dans mon salon, 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 Le monsieur derrière The Covenant s'appelle Mike Mendez et en plus d'avoir un nom totalement badass, il a l'air complètement sympathique. Né à Los Angeles au Kiwi le chanceux, monsieur Mike Mendez a commencé comme beaucoup de réalisateurs à faire des courts-métrages dans sa cour quand il était petit. Oui, c'est à 23 ans qu'il sort son premier long-métrage Killers qui sera présenté à Sundance 97 et sorti en salle aux États-Unis. Il revient en 2000 avec notre film d'aujourd'hui, c'est-à-dire The Covenant, accueilli dans 30 festivals de par le monde. En 2002, il réalise un très bon documentaire Masters of Horror, où il interviewe des cinéastes légendaires du genre. En 2006, il y va avec The Grave Dancers. En 2013, il sort Big Ass Spider, où il était de passage au festival Fantasia de Montréal et où les gars des douteux l'ont interviewé lors de son passage. En 2015, il sort un doublé avec sa participation à l'Epic Tales of Halloween et son film La Valentula, histoire de tarentule cracheuse de lave. Puis en 2016, il revient avec un autre doublé pour les films The Last Hills avec Henry Rollins et finalement Don't Kill It avec le légendaire Dolph Lundgren. Malheureusement, pas tous les films de M. McMendez peuvent être catégorisés comme des séries B, et ce qui n'empêche pas le fait qu'ils ont fait plusieurs festivals à travers le monde. Et aussi, il faut le dire, il faut le souligner, ce qui est très rare. Ils sont à la limite du nanar parfait, parce que ce ne sont pas des nanars, c'est à la limite. Et c'est pourquoi M. Mendez a une fanbase assez solide qui adore ses films. Et avec raison. Ouais. Les scénarios sont... What? Car oui, cela dit, pour être honnête, on a vraiment passé une bonne soirée autour de ce film. Est-ce que c'est le moment du résumé? Résumé? Oh non, pas tout de suite. Maintenant, c'est la séquence appréhension du film de nos invités. Tout ce qui est film série B, série Z, c'est film petit budget, toi, tu penses... T'aimes-tu ça? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, tant qu'il y a de l'effort de mis dans un projet, je pense que c'est le fun à regarder. Mais si c'est mal fait, mais qu'il y avait une bonne volonté derrière, c'est drôle, puis ça peut être même touchant de voir à quel point ils se sont plantés à des endroits. Là. Oui puis non, ça dépend. En fait, on dirait qu'un film d'horreur petit budget, c'est pardonnable. C'est pas à cause qu'un film a un petit budget qui sera forcément pas bon, mais c'est ça. Fait que pour ce qui est de l'horreur, ça me dérange pas. Là. J'adore. C'est mon péché mignon favori. Je pars tout le temps à la recherche dans des pharmacies ou ben des petits trucs de dépanneurs louches, dans des bins à 5$ pour essayer de trouver la perle rare. Bref, moi, je vis pour ça, les films douteux. Aucun intérêt pour les films de série B, Non, c'est pas vrai. Ben, tu sais, avec le podcast, les films dans le cabanon, on dédie beaucoup de notre temps aux mauvais films. Puis je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plaisir à aller chercher dans plusieurs mauvais films. Tu sais, je décris ça souvent comme étant, il y a comme une ligne où en haut c'est très bon, en bas c'est très mauvais. Quand c'est ça la ligne, c'est un peu emmerdant. Mais quand ça va dans le très mauvais, pour moi, il y a autant d'intérêt qu'un très bon film. Tu sais, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Puis à chaque fois, je me dis, ça pourrait être moi qui fais ces très mauvais films-là.
Le film commence irrévocablement avec sa meilleure scène. Non seulement la musique est très bonne, bien choisie, à propos, et elle met le ton au film. Ou pas. C'est-à-dire que le film est complètement décalé par rapport à cette scène. Décalé. Nous sommes en 1960, il y a donc une Cadillac Fury rouge, oui, qui arrive au ralenti devant ce qui semble être un couvent. Dans cette voiture se trouve une très jolie jeune fille aux lunettes noires et cigarettes aux lèvres qui, elles, sont rouges vermillon. Durant ce temps, à l'intérieur, une messe s'y déroule, mais pas pour longtemps, non, car oui, vous l'avez deviné, cette jeune fille aimant l'alcool y fera un massacre, et ce, à grands coups de pied, à grands coups de batte de base et à grands coups de 12 à pompe, le tout saupoudré d'un petit feu de joie. J'espère que vous avez profité du spectacle. S'ensuit la scène qui vient tuer tout le hype que les 40 premières secondes du film nous a donné, c'est-à-dire la scène de la présentation des personnages clichés du film. On y va avec la protagoniste principale du film qui sort de la maison familiale, j'ai nommé Clarissa. Pas un nom normal comme Clarissa, non, Clarissa. On dirait un nom de médicament, sérieux, qui, dans la vie, s'appelle Clarissa. Parce que tu penses qu'un nom qui rime avec ça, c'est mieux, toi? Hey! Interprétée par Joanna Kenton, qui a fait plusieurs téléfilms, dont Pizza My Earth. Elle est donc rejointe par un poulet tueur, qui est en fait son ancien ami gothique, Mo, joué par Megan Perry, qu'on a pu voir dans Buffy, Dawson ou bien Sabrina l'apprentie sorcière. Elle est donc venue pour s'inviter à la petite soirée au couvent, prévue par Clarissa et ses amis. Amis qui viennent tout juste d'arriver dans un Jeep, où on y retrouve Brent, le frère de Clarissa, interprété par Liam Kyle Sullivan, qui est maintenant un créateur multidisciplinaire, qui a entre autres fait ceci. Oh my god, shoes. These shoes rule. These shoes suck. Voilà. Donc, dans ce Jeep, il y a aussi le couple de sportifs composé de Mr. Biff, joué par Jim Golden, qui est accompagné de Caitlin, la pom-pom girl, oui, qui est interprétée par René Graham. Nous avons aussi l'amoureux de Clarissa, Chad, interprété par Dax Miller, et enfin, la révélation de l'année, clairement le personnage qui nous fait le plus rire dans le film, où on sait pas trop si c'est le personnage qui nous fait rire ou l'acteur qui l'incarne. En tout cas, bref, la frontière est comme limite. On vous présente le Monsieur Frijoles, joué par Richard Trapp. Combien de personnes dans ce Jeep? Beaucoup trop. Et en plus, il y a un petit chien, hein? Le petit chien. Donc, enfin, il se dirige vers le couvent, mais en route, un petit arrêt obligé devant la maison de Christine, la tueuse de nonnes, qui, après avoir purgé sa peine dans un asile psychiatrique, vit dans cette fabuleuse maison, et elle fait souvent mumuse avec la lumière le soir. Rendu au couvent... C'est là qu'on apprend que le frère de Clarissa est là seulement pour se faire accepter dans la fraternité de Charlie Frijol et donc potentiellement, oui, pour se faire harceler. Ah! Un witch. Good one, Chad. That one went all the way up my ass. C'est le fun tes soirées françaises. Qu'est-ce que je préfère de bout avec la fondue, par exemple? Enfin, la première à entrer dans le couvent est Mo, qui est accompagné de bruits de fantômes cheap. Elle est tout de suite suivie des autres et c'est au tour d'un joint qu'elle commence à raconter l'histoire de Christine, celle qui a assassiné sauvagement les nonnes du couvent. On y apprend que les membres du clergé qui géraient le couvent ont fait un avortement forcé à Christine, ce qui a déclenché sa folie meurtrière. Malgré le fait qu'il soit loin d'être assuré, le petit groupe apeuré par cette histoire continue, bien entendu, leur petite visite du couvent. Les deux petits couples se séparent et le futur potentiel peut-être couple formé de Mo et Biff est accompagné de Brent, qui se voit montrer la porte de la pièce afin que Biff ait son 5 minutes. Just give me 5 minutes. De retour à Chad et Cloris qui se blottissent. Oh, c'est cute. Et puis là, boum, on nous envoie la première nonne du film, mais là, oh, attention, c'est seulement Cloris qui la voit. Ah, ah. Je tiens à dire qu'Amna jusqu'à maintenant, c'est plus efficace que Donon. Je seconde. Je seconde. C'est un des pires de l'univers Conjuring. Entre les diverses conversations peu intéressantes mises là pour mettre de l'ambiance, eh bien, on apprend que Mo est vierge et que ça, eh bien, Biff, ça l'allume. Mais le buzz sexuel et de son joint est coupé raide par l'arrivée des policiers qui sont très alertes. Mo, ayant peur de retourner en maison de correction, demande donc à Biff de mentir aux policiers et de dire qu'il n'y a personne d'autre en échange de sa petite culotte et d'une promesse de pouvoir lui faire l'amour. Bon, là, je dis ça, c'est cute, hein, mais en fait, il veut juste fourrer. Nous rencontrons donc de nouveaux personnages, les policiers, l'un est interprété par Bill Moseley qui a une feuille de route impressionnante, on peut entre autres le voir dans Tree from Hell de Rob Zombie.
Did you miss me? Et l'autre constable, eh bien, qui s'avère être notre deuxième personnage préféré du film, j'ai nommé Mr. le policier Coolio. Oh que oui, rappeur et acteur donc Raptor qui a fait une quarantaine d'apparitions dans presque autant de films. Bref, la horde de jeunesse est confrontée à un policier vieux de la vieille et un raciste. S'ensuit quelques échanges, Coolio qui découvre un joint sur l'oreille de Biff, des cris, des menaces, et puis basta les jeunes, la seule qui reste c'est Mo qui a maintenant des ennuis. Après cette fois l'aventure, quoi de mieux que d'aller au casse-croûte chez Pops? Ah non, c'est chez Tommy's, restaurant visiblement cheap, clairement une scène qui ne sert à rien, proprement dit, à moins de nous montrer des toilettes chimiques de la production qui sert de toilettes de restaurant. Nation salutation. Oh, ouais, on va prendre celle du plateau de tournage, là. No, I'm not. Ok, mais quelle magnifique façon de construire un dialogue sans avoir à tourner avec les acteurs. À moins que ce soit pour nous montrer à quel point le décor est cheap as fuck ou bien que les clients en arrière font n'importe quoi. Bref, scène du restaurant qui sert seulement à faire repartir les personnages chercher le pote et, potentiellement, Mo, laissé sur place lors de l'arrivée des policiers. Donc, on y retourne tout le monde ensemble, oui, même le chien. Je fais une prédiction, le chien va peut-être devenir un chien démon, genre, tu sais, comme le masque. Ça pourrait être cool. En tout cas, un souhait, c'est plus un souhait qu'une prédiction. C'est cool de faire ça, là. Et par le fait même, ils décident de se séparer pour mieux chercher Mo. Et Freejol, lui, eh bien, il décide de se gober du moche. Mais oui! Pourquoi pas? Ben, de l'autre côté du couvent, nous retrouvons cette chère Mo ligotée au milieu d'un pentacle phosphorescent, entouré de 4 nouveaux personnages. Yeah! Faisant eux partie d'une secte satanique, voulant faire venir le démon sur cette terre grâce au pouvoir magique d'une vierge. Nous vous présentons donc cette petite troupe de scouts j'ai nommé Soul pour leur chef interprété par David Gunn, Demoiselle Davina jouée par Alison Dunbar, suivie par Saphira, première assistante de Soul, rôle tenu par Chaton Itea, je crois, Itea, oui c'est comme Ikea mais avec un T, donc Itea. Et le dernier et non le moindre, Dicky Boy, interprété par Kelly Mantle, qui est maintenant bien connu dans le monde des drag queens. Bref, tout ce petit monde semble bien décidé à tuer une vierge en la personne de Mo pour ramener l'antéchrist en ce monde. Mo qui, elle, s'aperçoit que non seulement Soul est un imposteur vendeur de crème glacée, The Prince of Evil? You work at fucking Dairy Cream. et qui s'aperçoit aussi qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils font, mais qu'en plus ils sont vraiment sérieux dans le projet de la tuer. Et c'est ce qu'ils font aussi, ils la tuent. Mais leur projet de ramener l'antéchrist échoue, Mo n'étant pas vierge, hein? Ben non. Ce qui donne un corps en offrande pour les démons de nonnes présents dans le couvent, et ce qui occasionne un effet reverb sur les portes et les planches prédéclouées. Le démon ayant pris possession du corps de Mo, la partie sanglante peut commencer. Enfin! Alors la première qui part est Davina, oui, à grands coups de couteau dans le chest et d'arrachage de langue satanique. Saphira, elle, se fait attaquer par des casiers et par de l'eau rouge qui devient claire et chaude. Parce que bon, tout le monde le sait, hein, l'eau chaude, ça tue et ça transforme en démon. Ouais. Wildcat? Wildcat. La fraîcheur sauvage. Appris, civilisé. Tandis que Soul et Dicky Boy en beau gros lâche se sauvent et s'en sortent idem, nous retournons à Chad et Clarissa qui eux ont peur et dont leur lampe de poche est beaucoup trop puissante. Un lampe de poche, là, il éclaire trop. Faut que je le dise, là, il y a personne qui a des torches lampe de poche. Mais c'est énorme aussi, c'est comme une batterie de char. Oui, non, c'est ça. Même la sienne, c'est une Max Glow longue de même. Non, t'as pas ça, fille. Personne n'a ça. Mais vous savez, dans la vie, il y a des raisons à tout. Oh que oui, même ici, après que Chad se soit fait manger le ventre par l'une des démons, Clarissa se défend de façon magistrale avec la lampe de poche. Et c'est magique. J'aime ça, yes. Ouais, ça vaut une place, ça vaut une place. Yeah. Bravo! Lors de leur fuite panique, ils croisent Freejol, complètement défoncé, que l'on suit dans un trip à moitié hallucinogène, où ils voient chanter Jésus, une nonne maléfique, un string volant et une Mo diabolique qui est maintenant prêt à lui manger le nœud. Ben oui, vous vous en doutez, hein? Vous vous doutez de la suite, oui, hein? Et voilà. Et je suis déçu. Oui, je l'aimais bien, moi, Freejol.
Nous suivons donc Mr. Brent qui est rejoint rapidement par Soul et Dicky Boy qui ont toujours l'intention d'attirer l'Antéchrist avec un vierge, ben oui, et comble de chance, en 4 phrases, ils apprennent que Brent l'est, ce qui nous pousse donc à assister à une magnifique scène de kidnapping. Suite à ceci, nous retrouvons 2 personnages que nous avions totalement perdus de vue depuis littéralement 15 minutes, c'est-à-dire Caitlin et Biff, qui, partis à la recherche de mots, ont rencontré une flaque de sang et un zombie démon. C'est Caitlin qui se fait massacrer en premier de façon assez gore. S'ensuit une petite fuite de Biff qui réussit à rejoindre Chad et Clarissa qui essayent tant bien que mal de sortir du couvent. Ils sont rejoints assez vite par les démons mutants ninja zombies au même moment où Chad, qui s'était fait manger le bedon tantôt, se transforme en démon et décide d'exploser la tête de Biff. Après ce petit bain de sang, nous retrouvons Dicky Boy et Soul, toujours avec Brent, qui est maintenant au sol, yeux bandés, croyant attendre une fille, alors qu'en fait, il s'apprête à être sacrifié, afin de... Là, je suis comme pas trop sûr qu'est-ce que ça doit faire, là. Soit faire venir l'Antéchrist, ou bien se débarrasser des démons. Bref, ils échouent car Brent s'aperçoit rapidement du subterfuge. Hey, guys, I don't think this is for me. I think this is for me. Il prend donc la fuite et c'est alors que nous retrouvons Clarissa de retour au restaurant et qui essaie tant bien que mal d'obtenir de l'aide et malheureusement pour elle, eh bien elle tombe sur lui. Demon bitch! Away with you damn creatures of the night! Elle n'a plus guère le choix, elle part frapper à la porte de Christine de façon bien polie. Ce qui pousse Christine à l'accueillir avec un fusil, mais elle prend tout de même la peine de raconter la vraie histoire à Clarisse, histoire qui se résume ainsi. Une des nonnes du couvent a été possédée, et puis elles y sont toutes passées, démoniaques qu'elles étaient, elles ont commencé à traiter les jeunes filles de l'école comme de la merde, et ont spoté assez vite, merci, le ventre de Christine contenant un bébé futur antéchrist. Bref, Christine a sauvé son bébé et a tué quelques démononiaques. A tué quelques démononiaques. Et encore une fois, par l'entremise de 2 ou 3 questions, eh bien, Christine apprend que le frère de Clarissa, Brent, le frère vierge, est resté donc dans le couvent. Elle change d'avis, décide de nous montrer sa collection d'armes et fonce avec sa moto, son armement et Clarissa vers le couvent. Durant ce temps, les méchants démons se rassemblent, s'organisent ce costume pour être bien préparés à chercher un ou une vierge, le tuer et accueillir l'Antéchrist. Nous retrouvons donc Soul et Dicky Boy qui ont eux réussi à rattraper Brent et qui ont toujours en tête de le sacrifier. Mais ils sont interrompus par les démons qui les pourchassent à la Benny Hill style, à travers les corridors du couvent. Les démons non-mutants zombies radioactifs ninja finissent par les rattraper et en profitent pour crever Soul. Yes! Yes! Nous retrouvons donc Brent et Dicky Boy ficelés comme des saucissons. Mais il est pas sec celui-là! Sur une civière qui est poussée par des démons. Entre-temps, Christine et Clarissa essaient de massacrer à eux deux les démons à grands coups de mitraillettes, de 12 à pompe, de machettes et de passe-cool attachés ensemble par une ceinture. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop pour eux et Christine décide donc d'abandonner et de sacrer son camp. Mais revient 30 secondes plus tard couper 2 têtes. Bon, nous retrouvons donc les 2 zigotos de tantôt qui se rendent compte visiblement qu'ils sont vierges tous les deux et qu'ils sont dans le trouble solide. C'est alors que Dicky Boy a une idée de génie, faire l'amour avec Brent pour les dévierger tous les deux, ce que Brent refuse, bien entendu, catégoriquement. Even if we wanted to, we're both tied up. Now, see, look, I almost got my hands free. Come on, dude. Help. Il essaie de se sauver, mais en vain. Ils sont rejoints par la non-mutante Return of the Dead supérieure ninja qui prépare la cérémonie et alors que tout est perdu, Christine et Clarissa arrivent en grande pompe en moto. Tirent dans le tas, sauf Brent, mais malheureusement ne peuvent sauver Dicky Boy à temps, qui, toujours vierge, se fait planter la dague de cérémonie et se transforme peu en peu en Antéchrist. Et sincèrement, cette transformation-là, ce maquillage, ce costume,
je m'attendais pas à ça, sincèrement, wow. Et c'est alors que Christine, dans un élan de don de soi, se sacrifie, faisant exploser le couvent en entier avec un seul cocktail Molotov. Juste un « Oh non, cocktail Molotov! » Hein? Nous retrouvons donc le lendemain dans les ruines de Demoiselle Clarissa, Monsieur Brent et le petit chien Boozer, qu'on n'avait pas vu depuis 40 minutes, tous les trois seuls survivants, et on nous transporte par la suite, en fait, dans la chambre de Clarissa, qui reçoit compassion de sa mère, et qui aussi finit mangé par Boozer, qui lui se la joue chair de poule style. Et puis, c'est fini. Oh ouais. Tout le monde se font fesser dans la face, puis c'est comme la porte à modeler. Là. Ça, c'est lettre, mais tu sais, je veux dire, les maquillages, même si tu vois que c'est cheap, qui sont comme pris dans leur maquillage quand même. L'intention est là. Mais ouais, c'est ça, il y a un clash de qualité. Je sais pas si c'est Coolio qui a coûté cher. Puis il a tourné 2 scènes bien faites. Puis le reste, bon, ben Coolio, il nous a pris notre cash. C'était drôle, c'était assumé. Ouais. J'en ris encore. Tu sais, je repense à certains moments, j'en ris encore. Là. Il y avait des défauts quand même. Genre, difficile à endurer si on n'avait pas été en gang, là. Les bruits de criquet que j'ai malheureusement soulignés. Il y a des éléments de scénario comme des twists qui viennent comme redistribuer le film de manière fâchante. Comme le fait que la scène du début, qui est tellement la scène la plus inspirée du film, fait en réalité pas partie du film parce que c'est pas la vraie histoire de la fille. Ils ont clairement mis de l'argent là-dedans, ils ont fait quelque chose de bon, puis rendu à moitié, tu t'apprends que genre c'était même pas vrai, pis ça c'est venu me chercher plus que tout le reste dans le film, ça m'a choqué. C'est drôle, des beaux kills quand même, beaucoup de têtes qui revolent, beaucoup de sang phosphorescent. Le film en général est un genre de choix artistique qui m'a dérangé, mais non, honnêtement c'est un meilleur choix que Theodore Rex, on va se le dire. Le dépotoir qui a l'air d'un CPE. Oh, c'est pas drôle. Oh my god. La musique du film, très début 2000 comme musique. Je m'attendais à entendre quelque chose comme du Creed ou du Limp Bizkit ou du Linkin Park. Asti, on dirait que je sais pas quoi dire de plus. Oh là 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 là, hein? Que de choses à dire sur ce film. Première des choses, cette œuvre est un parfait exemple de film de série B qui a magnifiquement bien vieilli. Bien entendu, si on fait l'effort de se mettre dans le contexte de l'année où il a été produit. Deuxièmement, eh bien, on vous l'a déjà dit, mais notre premier visionnement datait d'il y a 20 ans. Et jadis, hein, dans le temps, eh bien, notre fameux ami... Merci Marco! Nous l'avait présenté comme un film plate à mort. Et je dois avouer qu'il avait raison. Oui, v'là 20 ans, j'ai trouvé ce film nul à chier et plate à mort, donc je m'attendais avec cette soirée à retrouver un film de marde, à l'instar de Theodore Rex ou bien de Men in White. Ben non, j'ai manqué ma shot là-dessus. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Voilà, c'est que tout simplement, The Covenant n'est pas un excellent film. C'est pas la merveille du siècle. The Covenant, c'est un excellent film de série B. C'est un excellent film d'horreur à petit budget. Et c'est un excellent film à découvrir entre amis, hein, comme nous, on a fait. Comme vous pourrez pas faire. En tout cas, pas un petit bout. Mais mesdames et messieurs, à l'époque, je n'avais clairement pas la maturité artistique pour comprendre et considérer ce film de série B comme étant autre chose que de la merde. On vieillit, la sagesse s'installe. Alors que bon, hein, maintenant, après avoir vu des boosts de 33 millions de dollars comme Theodore Rex, disons que ça remet les perspectives en place. Et c'est là que je me rends compte que M. Mike Mendez a réussi un exploit en réalisant une mauvaise comédie d'horreur dont on tombe amoureux en moins de 10 minutes. Et bien ça commence bien entendu avec la scène du début qui est sans nul doute un bijou visuel, un peu de cabotinage certes sur le montage et sur les cris perçants des nonnes, mais dans l'ensemble, les premières minutes du film sont vraiment jouissives. Et on ajouterait même que ça vient mettre de l'emphase et appuyer le fait que l'ambiance du reste du film est complètement déphasée et décalée à comparer à l'ambiance de la première scène. Ça ne fit pas. Pourquoi? Ben parce qu'on voit la légende de Christine. On voit pas vraiment ce qui s'est passé réellement. Ben oui, mais non. En tout cas, bref. Une sorte de demi-film, comme dirait Maxime. C'est une scène qui est vraiment remplie de références, dont celle-ci, la fille s'appelle Christine, et je crois que l'automobile dans laquelle elle arrive est la même marque d'automobile que le film Christine, c'est-à-dire une Cadillac Fury rouge. Et bon, c'est au bout de 10-15 minutes que, inévitablement, on se rend compte que le jeu des acteurs va pas vraiment s'améliorer et que leurs jeux se ressemblent pas mal tous. Donc d'après moi, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils ont divisé les coupes par couleur. Les coupes sont toutes sur la même couleur.
Ouais, c'est fucké, c'est vraiment pour les épais. Ok, ces deux sont ensemble. Ah ben, c'est bleu. Le rouge. Merci Joël de nous avoir fait remarquer qu'on n'était pas vite. Et le fait qu'ils soient pas sur la coche dans leur jeu fait qu'on s'attache solidement au personnage un peu neuneux. C'est comme un petit chaton pas vite d'une portée qui est délaissé par sa mère. Non mais sérieux, le jeu des acteurs, sérieux, pensez-y 5 minutes. Non seulement ils sont totalement investis dans leur personnage, mais en plus on dirait qu'ils ont vraiment compris qu'ils doivent surjouer à la façon d'un dessin animé. Mais déjà, t'as-tu vu comment ils sont habillés? Hein? Ah, c'est... Hein? C'est genre des personnages de dessin animé. Ouais. C'est un peu la gang de Daria. Oui! Ouais. Ils sont tous la quintessence de l'imitation caricaturale comique des personnages classiques des films d'horreur comme on peut tous se l'imaginer. Et c'est pourquoi à chaque rôle et personnage, on peut tous se demander « Mais pourquoi il est là, lui? » Ce personnage n'a pas sa raison d'être. Ah oui, c'est ça que vous avez demandé à un figurant de remplacer un acteur absent, c'est ça? Non? Mais encore là, c'est exactement une des forces du film. Il fallait des acteurs comme ça pour bien faire passer le côté décalé, second degré, pas sérieux du film. Le meilleur exemple, en fait, c'est les policiers. Déjà, Bill Moseley en police dans un film d'horreur, tu sais que c'est clairement pas bon pour les personnages. Et puis bon, hein, on va se dire, Coolio quoi. C'est magique. En fait, la seule qui fait du sens, c'est celle qui joue Christine. Tantôt, je n'ai pas parlé de l'actrice qui interprète Christine, et avec raison, car je vais le faire là. Je vais le faire maintenant, immédiatement. Il s'agit de... Pat Benatar! Mais elle look comme... Ça aurait été débile. Mais non, il s'agit de Adrienne Barbeau, et pour les newbies un peu comme moi, oui, je connais pas tout dans la vie, eh bien vous allez pogner quelque chose. Adrienne Barbeau totalise une trentaine de rôles au cinéma comme dans Fog de John Carpenter ou Swamp Thing de Wes Craven. Elle a participé à tout autant de petits téléfilms d'horreur, en plus d'une cinquantaine d'apparitions dans des téléséries comme Dexter ou bien Son of Anarchy. Elle a aussi prêté sa voix à plusieurs jeux dont Batman Arkham Asylum ou bien Halo 4. Ce qui fait que Mike Mendez a frappé juste et fort en demandant à cette pointure des séries B d'horreur de venir jouer le rôle clé de son histoire. Et le fait qu'elle joue bien son rôle renforce l'idée qu'elle est une sorte de surhumain dans un monde d'attardé mental. Et là je dis ça, c'est pas pour rien, elle est représentée ainsi, une femme badass, motocycliste, qui pète tout sur son chemin, armée, solide sur ses pieds, et ce malgré le fait que, comme Maxime dit... Oui, mais elle n'a aucune qualification financière, étudiante nonne. Elle a passé 40 ans à élever son fils puis monter une collection de fusils. Genre, tu t'attendais à quoi? Et malgré le fait qu'elle ait tué des nonnes en 1960, elle n'a pas plus de réponse aujourd'hui sur comment se débarrasser du démon. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Oui, le chien, c'est vrai, le chien. Pourrions-nous parler des maquillages? Oh, on pourrait parler des maquillages. Bonne idée, on va parler des maquillages. Autant les nonnes zombie teenage peuvent paraître grotesquement caricaturales tout le long du film en nous montrant un presque hommage à l'humour burlesque de Return of the Living Dead, autant, sérieux, bordel, le costume et le maquillage de l'Antéchrist à la fin du film, wow, absolument réussi, wow. Lors de mon premier visionnement jeune ado que j'étais, l'étrangeté des maquillages m'avait non seulement déçu, mais en plus je comprenais absolument pas le choix artistique derrière le fait que le sang et les blessures des zombies mutants ninja démons soient phosphorescents de peinture à pinball. Et pourtant, et c'est clairement et malheureusement la seule fois de ma vie où est-ce que j'ai vu l'utilisation de cette peinture phosphorescente dans un film d'horreur en guise de ça. Et vous savez quoi, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ça n'arrive pas dans les premières minutes. On comprend donc le ton décalé et complètement absurde du film bien avant de voir le turbo bloody fluo dem. Et vous savez c'est quoi la réaction générale quand on voit le sang fluo pour la première fois? Ceci. Ah ben pourquoi pas, rendu là, hein? Et vous savez quoi? Eh bien ça c'est signe que le réalisateur souvent a réussi à nous faire embarquer dans son histoire, a réussi à nous faire embarquer dans son film, hein? On apprécie, il y a une relation qui se passe, au contraire de ceci. Et puis bon, on va se le dire, du sang rouge dans un couvent où les pièces sont barricadées et où la lumière se fait rare, parce que ouais, je crois que le chef-op a juste pas eu le temps de placer des spots. Bref, du sang rouge dans le noir, c'est moins punché et moins visible, alors que là, ça fesse d'un rétine. À tout bien tout honneur pour le film, le gore présent fait plaisir à voir. C'est le fun à regarder. On en rit par la créativité et on est surpris parfois du résultat. En fait, je me dis que ça justifie le nombre total de personnages dont on se fout littéralement dans le film. C'est pour le plaisir de les voir se faire transformer en Zombie Dead Non-Mutant Teenage. Bon, les décors. Première chose à dire sur les décors, c'est qu'on les remarque pas trop, en fait. Ils sont pas trop
trop présents, on pourrait voir même dire qu'ils sont pas mal absents. Et pourquoi ils sont absents? Eh bien, c'est que quand on porte attention au décor, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir en fait. Clairement et malheureusement le point faible du film. Le meilleur exemple dans le film, c'est le fameux restaurant où c'est le bordel total, les tables, les tableaux, la ruelle aux toilettes, les figurants, les gros plans de bouffe dégueulasses. Il y a aussi le couvent qui peut se résumer en un corridor filmé de 2 angles, quelques salles remplies de classeurs et de débris, alors que ça se passe dans un couvent. Des pupitres et un tableau vert n'auraient pas été un luxe pour bien illustrer les lieux. Surtout qu'on en voit un peu dans le film, t'sais. En tout cas, bref. Oui, effectivement, on voit bien des casiers pour la scène de la douche meurtrière, mais sinon, le côté école abandonnée est bien vite oublié, alors que pour quelques scènes, ils auraient quand même pu avoir des pupitres. Give me some pupitres! Je suis fatigué avec mes pupitres, mais donnez-moi des pupitres! Ah oui, c'est vrai. Il y a le fait qu'on ne comprend absolument pas où nous sommes dans l'espace. On comprend pas trop les lieux, on a de quoi, non? Et maintenant que nous avons parlé des décors cheap, nous pourrions probablement penser à parler des accessoires qui laissent parfois à désirer. Comme par exemple la pilule géante sur le toit du char de police, ou bien les chemises de police, ou bien les banquettes du casse-croûte, la bouffe du casse-croûte, la veste rouge du sportif qui disparaît comme ça, les lampes de poche de X-Files. Bref, décor et maquillage sont les 2 oubliés du budget, mais en fait, c'est pas très important parce qu'on les remarque pas trop. Et là, on prend même pas la peine de vous parler des plans larges extérieurs du couvent parce que c'est comme si cette image était gravée dans notre rétine. On le voit encore, et encore. Là, on va y aller direct au but et on ne passera pas par 4 chemins. C'est quoi le problème avec la musique de merde? Non seulement je suis pas trop sûr que ce soit pertinent de mettre ce style de musique dans ce genre de film-là, mais en plus, elle est beaucoup trop forte par rapport avec le volume général du film. Mais vraiment! Bonjour, je suis le spectateur. Vous savez, je tiens à dire quelque chose. La musique est beaucoup trop forte! Ah oui, il y a aussi le fameux bruit de fond. Sérieux, quand c'est pas les criquets, c'est des bruits de fantômes boboches. Ou bien des bruits de criquets. Ou bien des bruits de moto là où il faut pas de bruit de moto. Ou des criquets. Ou bien des criquets. Ou bien des putains de criquets, toujours des criquets. Tout le temps, à toutes les sauces sur le tapis. Les sauces sur le tapis! Sortir pas longtemps. Je prenais début 2000, Freddy vs Jason, c'est un genre de Jason Mewes du Dolorama qui fume et qui hallucine. C'est comme la fin de Freddy doit mourir. Mais outre tout ce qu'on peut dire de négatif sur ce film, il va sans dire qu'à l'instar de ces 2 merdes, eh bien The Coven peut s'avérer être un film agréable à regarder, tout dépendant du contexte, de l'ambiance et bien entendu des gens avec qui vous le regardez. Par exemple, il est inutile de vouloir regarder ce film avec une ambiance de film d'horreur tout en ayant en tête que ce sera un film incroyable, car de ce côté, c'est pas le cas. Comme il aurait été totalement un peu incongru que de demander aux gens de payer l'entrée d'une salle de cinéma pour ce film. Et c'est pourquoi, probablement, il est passé directement à la case VHS. Ce genre de film, c'est soit dans les festivals ou bien, comme on a pu le constater avec des amis dans son salon, tout en se déconnectant, la pensée critique. Et oui, moi j'appelle ça la magie du VHS parce que les gens ont vu la pochette, l'ont prise, l'ont maniée, ont lu en arrière, ont vu les petites images et donc ils l'ont acheté et ou ils l'ont loué et partagé, et propagé. Ouais, la magie! Et oui, j'ai dit la magie du VHS. Et le plus sincèrement du monde, ce film, avant cette soirée, je l'avais juste vu une fois, v'là 20 ans.
Hein? Et j'avais non seulement pas oublié ce film, mais j'avais des souvenirs très précis de ça, de ça et de ça. Donc il m'a marqué. Mais toutes les critiques qui pourraient se faire négatives à propos de ce film viennent de se faire complètement anéantir par le fait que Mike Mendez a l'air complètement sympathique. Cet homme a l'air sympathique, oui. Et en plus, bien, il a fait son film comme il le voulait, hein, avec l'histoire qu'il voulait, avec les acteurs qu'il voulait, il a fait les plans qu'il voulait, il a fait péter des têtes comme il voulait. Et ça, c'est rare. Moi, je n'ai jamais fait de film. Toi, t'en as-tu déjà fait de film? Lui, il en a fait plein de films. Ce qui nous a vraiment le plus accroché dans nos recherches sur le film, c'est que toute l'équipe de production se sont littéralement amusés à tourner ce film. Les acteurs, les techniciens, les créateurs visuels, tout le monde a aimé son expérience. Et ça, c'est beau. Paraît-il que la présence de Coolio sur la production a donné un ton particulier et comique à l'ambiance sur le plateau et dans les loges. Adrienne Barbeau a été généreuse, patiente et très professionnelle. L'équipe des maquillages qui encourageait les jeunes acteurs lors des applications des prothèses. Bref, une vraie bonne expérience. Bref, si vous aimez les films à petit budget, si vous aimez les films de série B, si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez rire entre chummés, si vous aimez ne pas vous prendre la tête devant un film, eh bien, The Covenant est clairement fait pour vous. Oh oui. C'était quelque chose, c'est quelque chose d'assez unique. Je réécouterais ça, ouais. T'es pas le Ouais, premier qui dit ça? ouais, je réécouterais, puis en sachant c'est quoi, puis pas en me fiant à l'intro. Je l'ai aimé encore plus qu'à l'époque où je l'avais vu en 2000. Ah ouais? En grande partie grâce à vous, les gars, parce que c'était le fun d'écouter ça avec vous autres, puis d'en rire, puis jaser. Là. Tout seul, ça aurait été une toute autre histoire, j'ai l'impression. Et pour vrai, je pense que c'était une expérience agréable à regarder avec du monde. C'était le fun. C'est vraiment une expérience à vivre. Là. Ça devient pas long. Ça devient pas long. Il y a tout le temps de quoi de drôle qui se passe. Non, honnêtement, il y a beaucoup de scènes risibles, il y a beaucoup de trucs drôles, volontairement ou pas. Je le réécouterais, contrairement à ben des mauvais films, ben des nanars que j'ai essayé d'écouter, puis des fois on s'est juste heurté à des affaires comme pas écoutables puis interminables. Ça là, il y a du fun à avoir entre amis, avec des jujubes, du popcorn, de la bière, puis une fondue, puis et voilà. Et oui, malheureusement, c'est déjà tout pour ce nouvel opus de Dans mon salon, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et si tel est le cas, oui, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et notre page Facebook est toujours bien vivante. Hein? Oui, merci Ron. On me signale aussi qu'on a commencé un petit peu l'Instagram. Si vous voulez nous suivre là-dessus, vous pouvez aussi. C'est ça. Nous tenons bien entendu à remercier Monsieur Max de la chaîne Les Furieux Frangins, Monsieur Charlie de la chaîne Les Gars qui connaissent rien, et le duo présent du trio de la chaîne et podcast Les Films dans le Cabanon, j'ai nommé Monsieur Joël et Mr. Anto. Merci les boys d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé ce merveilleux moment avec moi. Et à vous très chers abonnés, eh bien allez dans la description, les liens pour leurs chaînes respectives sont bien entendu disponibles et allez voir au moins ce qu'ils font parce que pour vrai, ils font vraiment du bon stock. Et nous en profitons pour vous remercier tous chaleureusement, chacun d'entre vous. Merci. Toi. Et toi. Sincèrement, là, merci beaucoup. Et pour ceux et celles qui se demandent pourquoi on n'est pas très actif en production de vidéos durant ce temps de confinement, eh bien je vous rappelle que je suis papa de 2 jeunes enfants. Donc c'est un peu plus difficile d'écrire, de faire du montage, de filmer tout le temps. Hein? Ma copine aimerait que je participe à la vie familiale, et c'est ce que je fais. Donc, et je vous rappelle aussi que j'ai une mousse de maison à entretenir. Fait qu'il faut que j'aille péter mon de neige en avant. Fait que bref, mais je vous rassure, hein, on a déjà des APCDC décrits, 2 en fait, et avec des sujets qui devraient quand même bien vous plaire. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Un petit Suisse qui passe dans ma fenêtre, et voilà. Il était fatty boy en plus, puis un petit Suisse. C'était un. Écureuil encore. Ah, il est fatty boy. Le Suisse, il est fatty boy. OK? Fatty Suisse, man. Donc,